il peut plus parler, le pauvre. Il plaît. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tourner comme ça. Ah, mon ami El Gringo, on n'est pas là pour le mercato. Et à mon avis, on n'est pas là pour parler de l'Olympique de Marseille, du championnat de la Ligue des Champions, de tous ces grands événements qui nous attendent sur cette nouvelle année, mon ami El Gringo. Mais on est là pour quelque chose, je sais, qui te fait kiffer, toi. Ah, bah, tu sais que je suis passionné d'histoire de foot, particulièrement de l'histoire de l'OM. Donc, forcément, la vidéo d'aujourd'hui, je l'attends avec impatience parce qu'elle va être très, très intéressante. Ah, et les gars, les amis, ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous savez qu'on kiffe l'Olympique de Marseille. Mais je peux vous le dire, je connais très très peu de personnes qui peuvent s'asseoir à la table de Naïm sur la connaissance historique de l'Olympique de Marseille. Mais l'avantage que j'ai, c'est que j'ai un invité de marque. J'ai quelqu'un que j'apprécie et que je connais depuis maintenant. Ça va faire 7 ans que je connais cet excellent journaliste. J'ai le plaisir, les amis, d'accueillir mon ami Fabrice Lamperti. On s'est rencontrés, Fabrice. Comment il va déjà, mon ami? Après, on expliquera notre rencontre. Ouais, salut Bilal, salut Naïm. Ça va pas mal, merci. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est très sympa. Ah bah écoute, Fabrice, on s'est rencontrés, nous, je pense que c'était en 2018 à la Coupe du Monde en Russie. On était parti avec mon asso pour notre application FC for Fun. On avait passé un moment incroyable en Russie. Franchement, la Coupe du Monde, c'était un sacré événement. Hein. Ouais, c'était un super événement. On s'était retrouvés devant le stade du Spartak Moscou. Je sais pas si tu te souviens, il faisait une chaleur accablante à ce moment-là. Et du coup, comme moi je représentais la Provence à la Coupe du Monde en Russie, que toi tu étais, comme tu disais, pour Free Couch for Fun, et que tu étais présent sur place pour essayer un peu d'aider les supporters à trouver des endroits où dormir pendant la compétition. Et comme tu es de la région, on avait profité pour faire un sujet. C'était très sympa. Et puis depuis, on est resté en contact. C'est vrai, on est toujours resté en contact. Fabrice, la Provence depuis pas mal d'années maintenant. La Provence, ça fait combien d'années, tiens? Moi, je suis entré à la Provence en 2008 et je couvre le quotidien de l'Olympique de Marseille depuis 2012. Même si avant, j'y allais aussi un peu de temps en temps, mais voilà, mais vraiment, véritablement depuis 2012. Tiens, avant de démarrer sur ton ouvrage, donc les 50 meilleurs joueurs d'histoire de l'OM, moi j'aimerais bien que tu puisses expliquer aussi à nos éditeurs, c'est quoi le rapport aujourd'hui entre la Provence et l'Olympique de Marseille, et même historiquement? Parce qu'on va dire qu'il y a une grande histoire d'amour quand même entre la Provence et l'Olympique de Marseille. Le rapport, il est assez simple, là, j'ai envie de dire. La Provence, c'est le journal de Marseille, c'est le journal des Marseillais, c'est le journal de la région. L'Olympique de Marseille est un club qu'on ne présente plus. Et puis, traditionnellement et historiquement, on a toujours relaté les aventures et le quotidien de l'Olympique de Marseille. Avant cela, il y avait le Provençal et le Méridional. Le soir pour l'édition vespérale du Provençal. Et donc voilà, donc il y a toujours eu ce lien, si tu veux, entre notre quotidien, ses quotidiens à l'époque, et le club. Et on essaye de continuer à suivre l'actualité de l'OM au plus près, jour après jour. En tout cas, nous, c'est toujours un plaisir de recevoir des personnes de la Provence. Moi, j'aime énormément ce quotidien depuis de longues années. Et donc maintenant, la question qu'on s'est posée avec mon ami El Gringo, comment tu te lances dans les 50 meilleurs joueurs de l'OM? C'est quoi un petit peu déjà l'aventure pour déjà écrire ce bouquin? Parce que 50, c'est déjà un grand panel quand même, 50 joueurs. Et quels sont les critères finalement qui t'a permis de réaliser cet ouvrage? C'est un grand panel, 50, oui, mais quand on va revenir, je pense, plus en détail sur les joueurs qui figurent à travers ces pages, on aurait pu aller plus loin, sans problème, parce que l'histoire de l'OM est tellement riche, c'est pas vous qui allez me contredire, et surtout pas Naïm, si j'ai bien compris, l'histoire de l'OM est tellement riche qu'on aurait pu aller jusqu'à 60 sans problème, parce que il a fallu faire des choix. Évidemment, je me suis un peu glissé pour faire cette sélection, un peu dans la peau d'un Didier Deschamps, au moment d'une Coupe du Monde ou d'un Euro, où il faut faire choisir des noms, en ajouter, en retrancher, etc. etc. Donc, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs critères qui sont entrés en ligne de compte, évidemment. Moi, j'ai dressé ma liste des 50. Après, j'ai demandé à plusieurs amis ou journalistes ou simples amoureux de l'Olympique de Marseille de faire la leur également. Et à la fin, quand j'avais des doutes, des interrogations, j'ai fait trancher tout ça par Mario Albano, suiveur historique de l'Olympique de Marseille,
qui a commencé au Provençal, ensuite à la Provence, qui a pris sa retraite il n'y a pas longtemps et qui, avant d'être journaliste, a été un amoureux de l'Olympique de Marseille. Donc, quand j'ai eu des doutes, c'est Mario qui les a tranchés. D'ailleurs, Mario me fait l'amitié de donner son avis sur chaque joueur, sur chaque personne qui apparaissent dans ces pages. Donc, il y a plusieurs critères, évidemment. Il y a quoi? Il y a l'impact que le joueur a pu laisser, le palmarès, évidemment. La longévité aussi a été un critère important. Et ce qui était, à mes yeux, important, c'était de mixer les époques, de pas se contenter, de se concentrer seulement sur les années 90 parce que voilà, c'est là où l'OM roulait sur l'Europe, sur la France et sur l'Europe. Donc c'était simple, mais non, l'OM c'est un club que vous le savez mieux que moi, c'est un club qui a été fondé en 1899, qui a une histoire très riche, son palmarès a été entamé au début du siècle. Donc voilà, il y a eu toujours des joueurs extraordinaires, des joueurs fabuleux, et j'avais envie que ce livre soit un petit peu aussi un devoir de mémoire en mixant toutes les époques et en pouvant faire découvrir des joueurs à des supporters qui les auraient pas forcément connus. Oh, c'est la passe D. La passe D, Naïm, elle est incroyable, la passe D. La passe D, vas-y, pars sur déjà un joueur. Naïm, toi, ça t'a marqué? Oui, parce que, comme je disais, je suis vraiment passionné d'histoire de foot en règle générale, et que je me rends compte que même si l'OM c'est toute ma vie, j'avais encore des lacunes en lisant ton livre, et je connaissais pas l'histoire du gardien brésilien Jaguaré, et Incroyable. qui est juste extraordinaire, et donc je voulais savoir justement à ce niveau-là toi les retours que tu avais eu, parce que j'imagine que tu ne l'as pas vu jouer comme nous, et donc voilà, quel retour tu as eu sur ce jour-là, qui a pu t'orienter, et surtout est-ce que ça t'a marqué comme ça m'a marqué en lisant ton livre? Oui, ouais, Jaguaré Vasconcelos fait partie des joueurs à la trajectoire la plus fascinante et la plus incroyable, c'est clair. Non, moi évidemment, je l'ai pas connu, puisqu'il jouait à la fin des années 30 à l'Olympique de Marseille. Donc même des témoins qui ont pu jouer avec lui aujourd'hui, il y en a quasiment plus, voire plus du tout, malheureusement. Donc là, je me suis basé en fait sur des témoignages qu'on avait pu recueillir dans la Provence précédemment, et aussi sur beaucoup de coupures de presse d'époque. Et oui, moi j'ai trouvé le destin de ce joueur incroyable, qui était un personnage haut en couleur, quelqu'un qui pouvait envoyer le ballon sur la tête des attaquants adverses, quelqu'un qui pouvait s'asseoir en arrachant les fleurs sur le terrain parce que les attaquants adverses n'étaient pas assez tranchants. Si un dirigeant venait le brancher en lui disant tiens, je te donne une prime un peu plus importante, d'un coup il se mettait à jouer. Enfin voilà, un gars qui tire un penalty, qui en arrête 2 à 7 lors du même match, et qui embrouille tellement le joueur à l'attaquant adverse que le gars tire au-dessus. Voilà, et puis un mec qui a fini mort, très jeune, dans les caniveaux au Brésil, après enterré dans la fosse commune. Donc voilà, c'est vraiment un héros de tragédie grecque, quoi, presque, j'ai envie de dire. Et il fait vraiment partie. Correspond totalement à l'OM quelque part, hein. C'est vraiment ce genre de destin, c'est lié à la trajectoire cabossée qu'on a nous aussi à l'OM. Ouais, c'est ça, exactement. Il y en a d'autres, hein. On pourrait parler de Gunnar Andersson, dont l'histoire est plus connue, mais qui a aussi une trajectoire incroyable, et qui reste le meilleur buteur de l'histoire du club. Donc voilà, c'est vrai que Jaguaré Vasconcelos fait partie vraiment des joueurs qui m'ont marqué. Et au-delà du joueur en lui-même, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de raconter des histoires, c'est de raconter des destins, parce que c'est aussi ça qui m'intéresse. C'est pas seulement de dire qu'il a marqué un but à la 35e ou qu'il a fait un super arrêt à la 99e. Ouais. Et il y a une deuxième joueur aussi dont je voudrais te parler. Alors peut-être que toi tu pourras pas me répondre, mais je vais en profiter un peu de notre communauté, Bilal, parce que peut-être que quelqu'un aura la réponse dans les commentaires, ou peut-être que toi, Fabrice, en revoyant Mario Albano, peut-être qu'à l'occasion tu pourras lui en parler. Parce que quand j'étais petit, j'avais un livre qui m'a énormément marqué sur l'histoire de l'OM, qui me parlait de Karl-Heinz Foster et de la manière dont il a signé à l'OM. Et c'est quelque chose que j'ai jamais retrouvé nulle part, en fait, cette information. La grande histoire, oui. D'ailleurs, tu la relates bien dans ton livre. C'est-à-dire que c'est Tapi qui assure à Hidalgo qu'on aura Karl-Heinz Foster et qui va le chercher et qui arrive à le convaincre. Cette partie-là, on la retrouve très souvent. Par contre, à la source, j'avais lu que c'était... En fait, l'OM voulait Didier Sénac, qui était apparemment à l'époque vraiment le grand défenseur français à en devenir, celui que tout le monde voulait. Et tu le sais, à l'époque, c'était Bordeaux qui dominait le championnat quand Tapi arrive. Et l'OM se serait fait doubler par Bordeaux. Et donc, Tapi aurait dit à Hidalgo, bon, quel est le meilleur défenseur du monde actuellement? Il lui a dit, c'est Karl-Heinz Foster. Il dit, OK, considère que Foster fait partie de ton effectif, je la jette. Et Hidalgo n'y croyait pas, et finalement, il a réussi à le faire.
quand je regarde les dates, je vois que Foster signe en 86 et Sénac est signé à Bordeaux en 87. Donc, ça n'a pas l'air de correspondre totalement. Donc, si quelqu'un a la réponse ou si toi, quand tu vois Mario, tu pourras lui poser. Je suis très preneur de cette histoire-là. Ça marche, avec plaisir. Ouais, tu vois, super. il y a tellement d'histoires. Moi, je regardais les défenseurs, les milieux, les attaquants, et c'est vrai que tu as vraiment fait un mix entre les différentes époques, en fait. J'ai l'impression que tu as défini une charte, tu te dis années 30, années 50, années 80, années 90, 2000. Je ne vais pas dire jusqu'à aujourd'hui, parce que ces dernières années, on n'a pas eu, quoique, il y a quelques joueurs quand même du 21e siècle, finalement. Moi, je n'ai pas eu Pascal Olmeta dans les gardiens. Et c'est vrai que nous, alors est-ce que c'est le fait que notre génération de nous, des années 90, moi, c'est ce gardien complètement fou, peut-être plus fou que talentueux, et ça, c'est assez subjectif, hein, mais est-ce que tu vois, est-ce que tu considères que tu as mis Escalès avec Barthez et Mandanda, mais un Pascal Olmeta, ça marque pas assez l'histoire de l'OM pour toi? Alors, moi aussi, j'ai grandi à la même époque, plus ou moins. Moi, j'ai grandi, j'ai adoré le foot à la fin des années 80, au début des années 90. Donc, forcément, l'OM, Pascal Olmeta, Chris Waddle, Jean-Pierre Papin, ça me parle encore plus que d'autres périodes, forcément. Oui, j'ai adoré, moi aussi, ce côté complètement foufou. J'ai encore vu des images sur les réseaux sociaux la semaine dernière d'Olmeta qui sort de sa cage et qui va jusqu'au milieu de terrain en dribblant. Donc, ouais, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Pascal Olmeta aurait pu y figurer, mais comme je l'ai dit, encore une fois, il fallait faire des choix, donc c'était pas évident. Et il m'a semblé important, peut-être de mettre un peu plus en avant d'autres personnalités, d'autres gardiens de but. Et puis surtout que juste après Pascal Olmeta, il y a Fabien Barthez qui arrive. Et je crois que Fabien Barthez est le plus grand gardien de l'histoire de l'OM, tout simplement. Et voilà. Mais comme je te disais, on aurait pu aller à 60 sans problème, et Pascal Olmeta aurait pu y figurer. Aussi. Il n'y a pas Georges Carnus non plus, hein, qui a été un super gardien et qui aurait pu y être également. Ouais, il y a un autre joueur qui est important dans ton livre pour l'histoire de l'OM, je trouve, parce qu'il reflète à la fois le fait qu'on ait eu des joueurs d'incroyable talent, mais aussi malheureusement ce que je trouve être notre malédiction, c'est qu'on n'a pas été capable d'enchaîner les années où on aurait pu vraiment profiter, surfer sur une vague positive. Donc 94, il y a Thio MVA qui nous stoppe alors qu'on est sur le toit de l'Europe. Et ce sera comme ça régulièrement avec des champs. Quand tu gagnes le titre en 2010, tu es censé être lancé. Il n'y a pas encore Paris avec les Qataris, donc tu devrais pouvoir surfer sur cette vague-là. Il y a le départ de Niang, entre autres, qui fait que ça marche pas. Et ce jour-là, c'est Laurent Blanc. C'est Laurent Blanc parce que 98-99, certes, il n'y a pas de titre à la fin, mais c'est pour moi, et peut-être pour toi aussi, une des années les plus marquantes et en termes d'émotion, une des plus fortes. Et on est en finale de l'UEFA qui, à l'époque, arrive en finale de l'UEFA, ça avait une énorme valeur, beaucoup plus que l'Europa League aujourd'hui. Donc, pareil, tu es censé surfer sur cette vague-là. Et ce seul départ, en fait, il te déséquilibre toute l'équipe. Tu en parles un petit peu, en particulier de la manière dont ça se finit avec Roland Courbis. Et je trouve justement que c'est ça, Laurent Blanc, c'était à la fois, pour moi, un des meilleurs défenseurs. Il devait faire un 11 type de l'OM. Ça serait dur de trouver les deux centraux. Mais moi, j'ai toujours dit que je mettrais Blanc et Moser parce que pour moi, c'était complémentaire et tu avais tout. Tu avais la qualité de relance, le jeu de tête et l'agressivité d'un côté, la classe de l'autre. Mais voilà, est-ce que pour toi aussi, tu vois ce côté-là de Laurent Blanc, ça illustre à la fois tout ce qu'on se fait de mieux, c'est-à-dire un joueur de classe internationale, un des meilleurs du monde à son poste, et d'un autre côté, ça illustre la capacité, notre manque, notre inefficacité quand on doit enchaîner, quand on est parti pour faire plusieurs très bonnes saisons. Oui, tu as totalement raison. Il ne faut pas oublier non plus le contexte dans lequel Laurent Blanc arrive, avant la Coupe du Monde 98. Certains se posent un peu des questions. Est-ce qu'il va être à fond ou pas? Est-ce qu'il ne va pas se préserver? Et puis, il signe une saison de dingue. La saison suivante est tout aussi incroyable. Et malgré tout, tu n'arrives pas à le garder, alors que tu aurais dû, comme tu disais, insuffler une dynamique positive et surfer dessus. Et puis malheureusement, il y a ce mal chronique et récurrent qui fait qu'il y a encore un départ qui intervient. Pas très clair, hein, on n'a pas encore vraiment démêlé le vrai du faux jusqu'à présent. Il y a toujours plein de versions qui s'opposent. On parle encore de son âge. Or, on se rend compte que la suite aurait donné tort à ceux qui ont mis cet argument en avant, hein, vu toutes les saisons qu'il a continué à jouer par la suite, et à un très bon niveau, et pas dans des petits clubs, hein, évidemment. Ouais, Donc voilà, d'après ce que le club va réussir
à tirer les leçons de tout ça au fil du temps. J'ai l'impression que non, malheureusement. Mais c'est vrai que Laurent Blanc et puis Fabrizio Ravanelli, il faut pas oublier que quand Fabrizio Ravanelli aussi arrive à la même époque, les deux incarnent vraiment, véritablement le retour des stars à l'Olympique de Marseille. Et ils étaient censés impulser quelque chose de nouveau, quoi. Donc, écoute, j'espère que ça se produira plus, mais bon, on va voir déjà cet été comment ça va se passer, hein, mais c'est notre histoire. Mais tu as dit quelque chose juste en amont, hein, Fabrice. Tu disais pour toi, donc le plus grand gardien de l'histoire de l'Olympique de Marseille, c'est Fabien Marthez. Si je te demande pour toi, donc, j'imagine qu'il fait partie de ta liste, le plus grand défenseur de l'histoire de l'Olympique de Marseille. C'est compliqué parce que. C'est dur, Ouais, attention, la question n'est pas facile. C'est super dur, non, évidemment. Et encore une fois, ça va être un peu subjectif. Mais c'est dur, pourquoi? Parce que l'OM, on l'a dit déjà en préambule, a vu passer énormément de joueurs incroyables, de joueurs d'exception. Mais surtout, il y a une espèce d'embouteillage au poste d'attaquant et au poste de défenseur centraux. Parce que, oui, vrai, on parle de Laurent Blanc, Naïm parlait de Carlos Moser, on pourrait parler de Marius Trésor. Ceux qui ont voulu jouer Marius Trésor te disent que qu'il était phénoménal. On pourrait parler de Carlin Foster aussi, que Naïm a évoqué, qui était un mec d'un professionnalisme et d'une exemplarité à toute épreuve, qui a permis notamment le début des titres de l'Air Tapi. On pourrait parler de Basile Boli, évidemment, qui est au panthéon du football français et de l'Olympique de Marseille, et pas seulement pour son but marqué le 26 mai 93. En fait, en citer plein, quoi. Je vais te la poser autrement parce que je vais te la poser autrement. Si aujourd'hui tu devais prendre un joueur que tu mets dans l'effectif de l'Olympique de Marseille avec Léo Balerdi, on va faire ça, au moins c'est plus simple parce que je ne veux pas enlever Léo Balerdi. Mais si tu devais en prendre un de la liste, tu prendrais qui? Pour jouer avec deux Herbie, je prendrais Laurent Blanc. Je savais que attends, on va poser la question aussi à nos abonnés, les potos aussi. Si vous voyez aussi Laurent Blanc, moi, Naïm, je vais te poser une question parce que moi, Laurent Blanc, ça me pose un problème, la gestion de la profondeur. Exactement. Vu le fait de jouer très très haut sur le terrain, il faut couvrir 40 mètres dans le dos. Quand j'ai vu Geoffrey Kondogbia avoir un trou d'air contre Toulouse et se faire prendre 40 mètres, Naïm, je te repose la même question, Fabrice. Je sais que c'est une question subjective, c'est le but de cette émission. De toute façon, c'est notre ressenti à nous et c'est notre histoire qu'on a avec ces joueurs-là. Toi, tu mettrais qui avec notre ami Léo Balerdi? Et pourtant, Laurent Blanc m'a énormément marqué, mais ouais, j'irais plutôt vers Moser ou Desailly, justement pour cette raison-là. J'ai quand même le souvenir, alors peut-être trompeur, que Moser allait assez vite. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que Desailly allait vite, vraiment très vite. Mais dans la relance, je trouve que Moser était quand même plus fort. Moser était très très complet, c'est ça qui est impressionnant. L'histoire n'a retenu que son côté agressif. Tout le monde avait peur de lui, parce que de temps en temps, il leur faisait péter un tacle qui aujourd'hui lui vaudrait 15 matchs de suspension, alors qu'il prenait même pas un jeune à l'époque. Mais c'était pas que ça. Vraiment, il était bon dans tout. C'est peut-être plus lui que je prendrais. Et Moser, pareil, ça illustre un peu une partie de notre histoire. Et un peu comme Waddle, j'ai envie de dire. C'est que ce sont des joueurs qui, pour moi, étaient vraiment ce qui se faisait de top mondialement, mais qui n'ont pas cette renommée-là. Je veux dire, tu demandes à quelqu'un qui n'est pas supporter de l'OM, qui est complètement extérieur, si tu te demandais si Moser ou Waddle fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire, personne ne te dira oui. Et c'est en partie parce que lors de la Coupe du Monde 90, toutes les grandes stars ont un peu échoué, à part Mataos. Mais ils n'ont pas cette aura-là qu'ils ont chez nous. Mais par contre, à l'inverse, dans le concret, dans le terrain, quand tu parles à Paolo Maldini, qui a, je ne sais pas combien, 25 ans de carrière, qui a joué contre tous les plus grands attaquants, de lui demander qui l'a le plus marqué, il te dit Messi et Waddle. Ouais, tu vois, comme quoi, bon, on essaie de faire le parallèle, Fabrice, bien évidemment, par rapport au livre. Si je devais te demander les 3 anecdotes les plus folles que tu as eues en rédigeant ce livre-là, des choses que soit tu connaissais ou peut-être des choses que tu ne connaissais pas, qu'est-ce qui te viendra en tête? S'il n'y en a pas 3, c'est pas grave, mais si tu as vraiment des anecdotes les plus marquantes qui donneront envie à tous nos abonnés d'acheter, parce que là, c'est le bouquin de l'été, ça, les gars, il faut l'avoir avec soi cet été. Ouais, alors je prendrai une anecdote déjà sur un des joueurs emblématiques de l'Olympique de Marseille aussi, Eric Dimeco évidemment. L'anecdote d'ailleurs, Eric, on a reparlé là tout récemment à cause de ses problèmes de santé, ses problèmes de genoux, Ouais, qui l'empêchent de commenter des matchs. C'est cette finale 91 contre l'Étoile Rouge Belgrade qu'il ne doit pas jouer. Il ne doit pas jouer parce qu'il s'est fait les croisés 2 semaines plus tôt lors d'un match à Nantes. Il s'est fait les croisés et malgré tout, l'OM dit si tu vas tout faire. Et puis lui aussi avait envie de jouer cette finale contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Et il joue la finale à Bari
en s'étant fait les croisés, quoi. Il avait un bandage tellement énorme qu'il pouvait courir tout droit seulement, il pouvait pas changer de direction. C'est un truc qui paraît complètement fou, complètement improbable. Il est allé voir des magnétiseurs dans le Vaucluse avec son frère. Même Bernard Tapie voulait pas qu'il joue, il voulait mettre Éric Murat à la place. Et là, Naïm parlait de Moser. Moser est allé voir Bernard Tapie, a dit non, Éric Dimeco joue, je courrai pour 2 s'il faut, mais je veux qu'Éric joue. Donc ouais, il y a cette anecdote qui me revient parce que je trouve que c'est aussi... C'est incroyable, de jouer avec les croisés. Ça montre aussi l'abnégation du gars, ouais, tu vois, c'est quand même complètement fou, quoi. J'aimerais bien mettre en avant aussi un autre personnage qui fait partie de l'histoire de l'OM, c'est Joseph, l'attaquant camerounais. Beaucoup l'ont sans doute oublié, mais c'est un des meilleurs buteurs de l'histoire de l'OM, et c'est un gars, quand il arrive en France, sa seule ambition, en fait, c'est de travailler dans les chemins de fer. Il veut faire son père travailler dans les chemins de fer, son frère travailler dans les chemins de fer, et lui, en fait, il joue dans un club de quartier à Marseille. Un jour, il joue contre la réserve de l'Olympique de Marseille. Il claque un quadruplé, si je dis pas de bêtises, et du coup, il se fait repérer là. Et du coup, ses rêves de travailler dans les chemins de fer sont complètement envolés. Hein. Et il rejoint l'Olympique de Marseille et il devient l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du club. C'est quelle génération ça? C'est quelle année ça? C'est les années... Ouais, c'est les années 70, Joseph, puisqu'il a joué avec Scoblar aussi, donc voilà. Et après, c'est plus un personnage que j'aimerais mettre en avant, c'est Charlie Loubet. On reste toujours un peu à la même époque, parce que tout le monde parle de Scoblar, évidemment, de Magnusson, évidemment, mais on a oublié le 3e larron lors du titre de 71. C'était Charlie Loubet, qui était un ailier exceptionnel, qui pouvait jouer à droite comme à gauche sans aucun problème. Et d'ailleurs, c'est Roger Magnusson qui dit si jamais Charlie Loubet était resté, on aurait sans doute battu l'Ajax en 72 l'année suivante. Donc voilà, donc c'est pas une anecdote, mais c'était un mec que je voulais mettre en avant quand même, parce que c'est peut-être des gars qu'on a un peu oubliés, parce qu'il y a le tamis du temps qui passe aussi, mais voilà, des joueurs un peu moins renommés. J'aurais pu parler d'un Waddle, j'aurais pu parler d'un Scoblar ou d'un Papin qui avait la toxoplasmose avant la finale à Bari, et Romain Cotal qui disait mais comment je vais faire pour jouer avec mon attaquant qui n'y voit plus, quoi. Donc voilà, on se rend pas compte de ça, Fab. On se rend pas compte parce que pour nous les footballeurs sont des surhumains qui, peu importe les douleurs et les blessures, doivent jouer. Et il y a beaucoup d'anecdotes de joueurs qui ont joué sous infiltration, qui ont joué avec, tu viens de bien le résumer. Mais je pense que moi je me rends compte de plus en plus souvent, c'est que le cœur est plus fort que le cerveau. C'est-à-dire que quand quelqu'un a vraiment envie de réaliser quelque chose, des fois ça dépasse l'entendement. Tu vois, tu dis il peut pas jouer avec les croisés, c'est impossible. Oui, mais après il y a aussi, comme tu le disais, les infiltrations, et peut-être que ça regrette aussi d'avoir fait autant d'infiltrations. Tu le payes sur le tard. Ouais, tu le payes forcément. Il le paye derrière. On regarde Eric Dimeco, même quand on croise Basile Boli, on voit que c'est pas toujours simple pour marcher. Manu Amoros, qui est un des plus grands latéraux de l'histoire de l'OM aussi, a été obligé de France même. Hein. J'ai toujours dit que c'était même le meilleur de France. Ouais, que c'était un mec, le premier latéral moderne qui était en avance sur son temps, qui était assez incroyable, quoi. Donc voilà, tous ceux qui ont abusé des infiltrations, il n'y a pas que la volonté, il y a eu ça aussi, mais bon, c'est un autre débat. Naïm, oui. Naïm, il y avait un joueur qui est dans cette liste-là, et tu me disais pourquoi ce joueur-là et pas un autre. Alors attention les abonnés, je pense qu'il y a des plus jeunes qui ont une image du joueur fantastique. Heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à cette époque-là. Je sais de qui vous allez parler, les gars. Je sais déjà de qui vous allez parler. Je ne suis pas sûr que tu saches, puisque c'est vrai que Naïm et moi... je pense que Fabrice a peut-être senti, parce que dans son illustration, quand il en parle dans son livre, il anticipe un peu cette question-là, d'une certaine manière. Ouais, vas-y, allez, vas-y. Et c'est vrai, mais... Est-ce que tu pensais à Lucho González? Ah, pourquoi j'avais mis Lucho González? Je pensais que c'était l'inverse, quelqu'un que j'avais pas mis et que... Ah si, mais ça va se rejoindre, en fait. D'accord, ok, tu veux. Avec un autre Sud-Américain. Alors, encore une fois, j'ai très bien expliqué ça dans la préface, il me semble, ou dans l'avant-propos, que c'est un classement, c'est subjectif, et bien évidemment qu'il y aura toujours quelque chose à redire. Mais justement, puisqu'on est avec toi aujourd'hui, autant en discuter, échanger les opinions. Et c'est vrai que Lucho, tu en as parlé, hein, vraiment dans son illustration,
tu as expliqué ce côté où il y avait des attentes peut-être un peu démesurées à son égard et qu'au final, il a quand même été très important dans le titre. Ça, je le nie pas. Mais j'ai pas trouvé qu'il avait, outre son style et son charisme, ça, c'est indéniable. J'ai pas trouvé qu'il était vraiment au-dessus d'autres joueurs. Et par exemple, moi, l'exemple type que je prends, parce que je me dis, bon, peut-être tu mets un Lucho à la place d'un Ribéry, parce que Lucho, il a gagné des titres. Et il a été important dans la conquête d'un titre, ce que n'a pas fait Ribéry. Mais je prends l'exemple d'un Philippe Vercruis, par exemple, en fait, quand je regarde Vercruis, je me dis, Lucho, il avait rien de plus que lui. Pas du tout. Et pour le coup, Vercruis, il a ramené des titres aussi. Il a été important dans la conquête des titres. Et est-ce que finalement, quelque part, à un moment donné, le charisme, ça prend aussi le pas sur vraiment les qualités individuelles du joueur ou ce qu'ils ont apporté à l'OM? Ouais, alors ouais, comme tu disais, effectivement, il y a le palmarès qui est important, il y a le charisme, il y a l'apport à l'Olympique de Marseille. Après, oui, Lucho fait partie des joueurs qui peuvent faire débat. C'est vrai que j'ai voulu aussi mettre en avant ceux qui ont gagné le dernier titre, en espérant qu'il y en ait prochainement. Et puis moi, Lucho, j'avais un vrai coup de cœur pour ce joueur parce que c'était pas un gars qui était dans la surenchère, au niveau de son style. C'était un mec qui jouait super simple, mais qui voyait tout avant les autres. Qui a mis du temps avant de s'imposer, qui a mis 6 mois, qui a failli partir. Fabrice, pas du tout adapté à la Ligue 1, mais vraiment pas du tout adapté au style Ligue 1, athlétique, dur, physique. Il s'est retrouvé au début. Même nous, on se disait, on regardait les matchs, je dis mais oh là là, c'est pas possible, il va pas réussir, il est trop lent pour jouer en Ligue 1. Ouais, on avait cette sensation-là. Ouais, et puis après, tu te rends compte que sa vista, que sa qualité de passe était quand même assez incroyable et au-dessus du lot, je pense aussi. Et puis il s'avère que Lucho, après coup, j'ai appris un peu plus à le connaître, que c'est une personne fantastique, humble, qui tire jamais la couverture à lui. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie de le mettre en avant. Je pensais plus, Naïm, que tu allais me parler de Francescoli, tu vois, qui était pas dans les 50 plus que Philippe Vercruis. Mais je pense que c'est ta prochaine question, quoi. Non, je pense vraiment que à mon avis, les deux dont tu as le plus parlé, c'est Francescoli et Ribéry, à mon avis, non, sur niveau des absences. Ribéry, pas trop. Francescoli, beaucoup. J'ai un copain qui a un resto à Marseille qui veut plus me servir parce que j'ai pas mis Francescoli, d'ailleurs. Ah, mais quel joueur, Fabrice, joueur exceptionnel, extraordinaire. Exactement. Oui, c'est un joueur exceptionnel qui aurait pu y être, qui aurait peut-être été si d'ailleurs la demi-finale contre Benfica s'était terminée d'une meilleure manière. Mais oui, c'est un joueur fabuleux évidemment, et voilà, il fait partie vraiment de ceux que j'ai laissés sur le bord du chemin, mais ça a vraiment été un véritable crève-cœur. Mais je t'ai pas mis Francescoli dans les reproches, entre guillemets, on va pas appeler ça des reproches, mais parce que je fais partie de ceux qui pensent que Stojkovic était plus fort. Et je pense qu'on n'est pas beaucoup à le penser. Je pense vraiment que Stojkovic était plus fort. Et malheureusement, il a été blessé. Et ça rejoint encore ce qu'on expliquait tout à l'heure, cette espèce de semi-malédiction qu'on a. On recrute un joueur qui pouvait potentiellement être un des meilleurs du monde avec Stojkovic. Il sort d'une Coupe du Monde 90 incroyable, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on en a parlé dans la vidéo qu'on a fait avec Bilal sur Stojkovic. C'est une Coupe du Monde où les grandes stars sont quasiment toutes passées à côté. On attendait le trio de Hollandais, ils se sont fait éliminer dès les huitièmes de finale. Et voilà, Waddle, même s'ils vont en demi-finale, il n'a pas été excellent. Et lui, il a rayonné vraiment pendant cette Coupe du Monde et il se blesse. Il y a la fameuse histoire de la finale où quasiment tous les joueurs sont unanimes pour dire que c'était une erreur de ne pas l'avoir fait jouer. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais d'Imeco, Murat. Moi, j'aurais mis aucun des deux. J'aurais mis Stojkovic. Je ne serais pas resté à 5 derrière. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai peut-être moins ce côté-là avec Francescoli, mais c'est ce que je te dis, ça fait partie de notre histoire. Et pour revenir à cette année de 90 et du match de Benfica, 90, c'est aussi justement le duo de défenseurs qu'on n'aura jamais eu, c'est Foster et Moser, parce que Foster est blessé quasiment toute l'année. Et que, comme tu le dis bien dans ton livre, on avait peut-être deux des meilleurs défenseurs centraux de l'histoire de l'OM. Si tu avais eu les deux en même temps pendant cette demi-finale, peut-être qu'à l'aller, tu gagnes pas que deux. Oui, c'est clair. Après, le Stojkovic aussi, excuse-moi, je rebondis sur Stojkovic, vas-y. Qui du coup est dans ma sélection, parce que oui, je pense que tous ceux qui l'ont vu jouer, tous ceux qui s'en rappellent, gardent l'image d'un technicien hors pair, d'un gars qui n'a eu besoin que de quelques minutes pour enflammer le Vélodrome, et aussi malheureusement d'une espèce de gâchis quelque part, puisque les supporters de l'OM n'ont jamais pu vraiment en profiter pleinement. Ouais, après, c'est toujours ça avec l'Olympique de Marseille. Tu vois, tu as des joueurs qui sont passés par l'OM, qu'on a attendu monts et merveilles d'eux, et finalement, ils ont déçu parce que
blessure, arrivé à un certain âge et manque de réussite. Et quelque part, l'OM a créé des stars. L'OM, pour moi, dans l'histoire de l'OM, on est plus créateur de stars que finalement recruteur de stars. Et si je dois te donner dans ta liste, parce que ta liste des attaquants, c'est impossible. Si je te demande, allez, le top 3 de tes attaquants les plus marquants finalement de ta liste, tu mettrais qui dans le top 3? Sachant que le numéro 1, bon, je pense qu'il n'y en a qu'un seul que tu mettras au numéro 1. Je ne vois pas quelqu'un au-dessus de Papin, moi, quand même. Ouais, ou pas. Papin, Scoblar, Waddle, mais après, voilà, c'est. Waddle aussi, c'est le choix du cœur parce que c'est lui qui m'a encore plus. J'adorais le foot, mais qui m'a encore plus fait aimer le foot parce que ce joueur était un magicien, c'était un enchanteur sur le terrain, en dehors du terrain aussi, quelque chose qui paraît complètement incroyable. Il y avait une Waddle mania de partout en France, même dans les stades adverses. La coupe de cheveux. La coupe de cheveux. Et Bilal, tu vas nous le dire, tu avais la coupe mulet toi aussi à l'époque. Eh oui, on a eu tous cette coupe mulet, elle était incroyable. Il arrive nonchalant, tu te souviens le démarrage, comme il est catastrophique en plus, Waddle. Il n'arrive pas à s'adapter, il arrive sous un cagnard, une canicule pas possible, il débarque de son Angleterre, il est seul avec sa famille à l'hôtel, et puis Jean-Pierre Papin le prend sous son aile, il l'accueille chez lui, et puis ça y est, c'est parti, quoi, hein. Il l'aide, il lui dit pas ce qu'il y a dans les journaux, toutes les critiques qui fleurissent ici ou là, donc il le protège un peu, il l'aide à s'acclimater, et puis après, il y a ce match contre le PSG, où avant il a une espèce de prémonition, Chris Waddle, il se dit qu'il va lancer sa saison à ce moment-là, à partir de ce match-là. Et son but, on l'a encore tous en mémoire, hein, ce lob sur Joël Batz, cette talonnade derrière, sur ce magnifique ballon d'Éric Dimeco. N'oublions pas qu'Éric Dimeco était un super joueur aussi, c'était pas seulement un tacleur fou, mais c'était aussi un vrai joueur qui était capable de donner des galettes. Donc moi je mettrais, voilà, pour en revenir aux attaquants, je mettrais ces trois joueurs. Papin, Scoblar, pour moi il n'y a pas de débat. Après Waddle, c'est le choix du cœur, et puis il faut bien donner des galettes aussi, donc à Papin et à Scoblar. Donc Waddle, c'est pas mal, quoi. Ouais, et ça montre l'histoire, enfin, vraiment l'histoire des attaquants de l'OM. Quand tu vois la liste, comme tu disais, qui est incroyable, hein, des attaquants que tu as mis, quand tu vois qu'il n'y a pas, par exemple, Sonny Anderson ou Rudy Voller, et que pour le coup, je ne trouve pas forcément trop à redire, parce que Sonny Anderson n'est pas resté longtemps. Rudy Voller a été excellent, mais bon, voilà, il y a tellement d'attaquants de grande classe. Et c'est ce qui avait été la très, très grande force de Bernard Tapie. Et c'est ce qui a manqué d'ailleurs à l'OL d'Olas dans les années 2000, quand ils n'ont pas été capables d'être champions d'Europe, c'est qu'ils n'ont pas su avoir le bon attaquant. Et Tapie, il a été incroyable sur ça, c'est-à-dire que donc il y avait Alof et Papin au début, donc Papin prend le lead et devient le meilleur avant-centre d'Europe, ou pas loin, puisqu'il a le ballon d'or, hein, en 91. Derrière, quand Papin part, il remplace par Boksic Voleur, tu finis champion d'Europe. Tu dois vendre Boksic à cause des problèmes, tu récupères Sonny Anderson, ça se passe plutôt pas mal. Et même quand tu descends en Ligue 2, et que tu dois vendre tout le monde, tu récupères Tony Cascarino qui te met 70 buts en 2 ans. Donc ça aura été une des très très grandes forces de Bernard Tapie, c'est vraiment d'avoir toujours su avoir un très grand attaquant à la pointe de l'attaque. Ouais, c'est pour ça que quand je vois Italie, je me disais, c'est vrai qu'on a eu quand même des grands attaquants. Et j'ai l'impression aujourd'hui, avec le retour d'une dynamique positive depuis la présidence de Pablo Longoria, j'ai l'impression qu'on a renoué un peu avec l'histoire des grands attaquants à l'OM, parce qu'on a mis du temps à les avoir, mais entre Alexis Sanchez, entre Aubameyang, entre Milic, Gomis, je trouve qu'on a récupéré enfin cette malédiction qu'on a perdu quelques années. Et je pense qu'aujourd'hui, l'OM, on a dans cet ADN-là l'attaquant. Tu te rappelles, tu l'as dû le titrer dans des titres même de la Provence. On cherchait le grand attaquant. Parce qu'à Marseille, tu as fait une niche de grand attaquant. Tu vois? Et c'est vrai que c'est le poste le plus en valeur. Oui, c'est le poste le plus en valeur. C'est le poste qui illustre la devise du club droit au but. C'est dans l'ADN des Marseillais. Et puis, tous les Marseillais sont toujours pris d'amour pour les grands attaquants, quoi, évidemment. Même si des fois, ça n'a pas toujours été simple, hein. Jean-Pierre Papin, JPP, c'était j'en peux plus au début, hein, parce qu'il ratait tout ce qu'il pouvait, quoi, malheureusement. Donc voilà. Aubameyang, plus récemment, hein. Ça a été très très compliqué. Rappelez-vous les critiques qu'il y a eu. Mamadou Niang au début, c'était pas simple non plus. Et finalement, il a mis 100 buts tout au long de son aventure à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, mais là, cette année, même s'il a fait qu'une demi-saison, Amine Gouiri quand même a été très intéressant. Incroyable.
Donc il va falloir voir la suite, comment ça se passe. Est-ce qu'il va y avoir, c'est un autre débat, hein, on pourrait parler mercato aussi, mais est-ce qu'il va y avoir un autre attaquant qui va débarquer pour essayer un peu de tirer vers le haut ou pas. Donc voilà, non, mais de toute façon le poste, et puis c'est là où il y a le plus, voilà, c'est là où il y a, ça fourmille vraiment de noms, ça fourmille de stars. Et tu le disais, l'OM révèle aussi des stars. Ben, le meilleur exemple, c'est Jean-Pierre Papin, encore une fois, qui est arrivé de Bruges, qui effectivement était international déjà à l'époque, mais c'était un vrai pari. Et JPP a vraiment incarné l'Olympique de Marseille comme peu ont pu le faire avant lui. Et par contre, dans ta liste, j'ai un joueur qui m'a surpris. Vas-y, je t'écoute. Un certain Florian Thauvin. Ouais, dans cette liste-là. Ouais, je savais que c'est lié à quoi? C'est un côté affectif? Non, c'est pas côté affectif. Effectivement, on s'entendait bien, mais on n'était pas plus amis que ça, quoi. Hein, d'ailleurs, non, c'est aussi pour le nombre de buts marqués, c'est pour la fidélité, pour récompenser la fidélité, le nombre de buts marqués. Et je crois que sa saison 2017-2018, je crois qu'il n'y a plus personne qui a marqué autant de buts depuis cette saison-là. 26 buts, 14 passes décisives, je crois. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est donc c'est quand même, les stats, c'est quand même un marqueur important. Les stats ne font pas tout, évidemment. On peut dire encore une fois qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux stats, mais ça reste un marqueur indélébile, quoi. Et tu peux t'y référer. Et regarde, plus personne ne l'a fait depuis. Donc, c'est vrai, c'est vraiment quelque chose de fort. Je te pose cette question-là parce que dans ta liste, quasiment tous les attaquants que tu as mis ont un point en commun. Ils avaient tous un gros tempérament. C'est-à-dire, tu vois, et vraiment, il y a peu de joueurs qui étaient, je ne vais pas dire effacés, mais ils ont tous une aura. On parle de Gunnar Andersson, que ce soit même Didier Drogba ou Magnusson, même Mamadou Niang, c'est un peu des patrons, tu vois. Et c'est pour ça que quand je vois Thauvin, je me disais, dans cette liste-là, il a fait une saison incroyable, hors norme, tu vois. Je ne vais pas dire au même titre qu'Aubameyang, mais il a fait une saison incroyable. Mais derrière, je ne trouvais pas le côté personnalité, tu vois, du joueur. Ouais, ben tu crois que s'il n'avait pas de personnalité, il serait resté aussi longtemps à l'Olympique de Marseille? Surtout après toutes les critiques qu'il a encaissées. N'oublions pas les critiques qu'il a encaissées. Lors du match contre Rennes, quand il reçoit une bouteille dans le dos, sa carrière est à 2 doigts de basculer. Et de toute façon, pour réussir à l'OM, il faut quoi? Il faut avoir du talent, évidemment, il faut travailler, mais il faut avoir un gros caractère. Prenons un exemple récent, encore une fois, c'est quoi? C'est Eli Wahi. Eli Wahi, un mec avec du talent, quoi, évidemment. Sauf que son premier match, malheureusement, contre Reims se passe mal, il commence à se faire siffler. Derrière, il ne parvient jamais à remonter la pente. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu sois bon, mais il faut que tu aies du caractère. Et il faut que tu préviennes aussi le joueur quand il arrive à l'Olympique de Marseille que ça peut très bien se passer et qu'on va le porter au nu, mais que si jamais ça se passe mal, il peut y avoir des sifflets et il faut qu'il soit prêt à vivre ça et à réussir à prendre le dessus. Florian Thauvin a réussi à faire ça. Est-ce que d'autres n'ont pas été capables de faire? Et entre son caractère, ses buts, sa longévité, je trouve que c'est pas totalement illogique, voire même plutôt logique qu'il soit là. Ça peut se valider. Dernière question, parce que je vois que le temps passe et on pourrait parler pendant des heures de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Niveau coach, dans ta sélection, c'est vrai que c'est les 50 meilleurs joueurs de l'histoire de l'OM, mais on va dire que tu ne peux pas avoir un grand joueur s'il n'y a pas des grands entraîneurs derrière, parce que les entraîneurs sont des révélateurs pour les joueurs. Aujourd'hui, tu nous as mis Raymond Goethals. J'ai vu Didier Deschamps déjà dans les milieux historiques. Si tu devais donner un top 3 des plus grands entraîneurs de l'histoire de l'Olympique de Marseille, pareil, parce que j'aime bien moi donner des faits historiques, tu mettrais qui dans l'histoire de l'OM? C'est toujours pareil. Alors là, on va avoir un petit débat entre les romantiques et les classiques. Comme on a toujours, c'est quoi? Est-ce que c'est le style qui compte le plus? Est-ce que c'est les résultats? La longévité, etc., etc. Alors moi, je vais mettre Mario Zatelli, serviteur inconditionnel de l'OM, qui est revenu, qui a fait gagner le club, qui a transmis sa passion, qui a transmis ses connaissances, son professionnalisme à plein de joueurs, à plein de générations de l'Olympique de Marseille. Donc Mario Zatelli peut s'asseoir là sans problème. Raymond Goethals aussi, parce que sans lui, tout ça n'aurait pas été possible, et qu'il y avait une connaissance encyclopédique du football. On pouvait le moquer pour son accent, pour sa manière d'écorcher le nom des joueurs. Tout ça, mais c'était un passionné qui pouvait vous parler de foot pendant des heures. Raymond la science, on l'appelait Raymond la science. Qui était assoiffé de connaissances footballistiques, qui
pensait qu'à ça, quitte à en délaisser sa famille. Et le troisième, ça va faire débat forcément, mais Didier Deschamps, avec tous les titres qu'il a ramenés, même si on sait pas toujours, ça n'a pas toujours éclaté, mais quand est-ce que tu es descendu dans la rue? Quand tu as eu une Coupe de la Ligue incroyable, quoi. Le peuple marseillais dans la rue pour une Coupe de la Ligue, alors que tout le monde s'en moque. Puis après, les titres de champion de France. Donc voilà, oublions pas tout ce que Didier Deschamps a apporté. Même si j'avoue que je me lasse complètement de Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, et que ça fait un petit moment que ça dure, et que je l'ai déjà écrit à plusieurs reprises dans les colonnes de la Provence. Mais voilà, ça a gagné, et ça ferait pas mal d'avoir des titres. J'espère qu'on pourra rajouter Roberto De Zerbi, si on se reparle prochainement. Ça serait plutôt bon signe. Ce serait beau. Et tu as mis un seul président, pour conclure. Tu as mis Bernard Tapie. Pareil, si je te demande les 3 présidents les plus, on va dire charismatiques, avec tout ce que ça représente à l'OM. Alors, je vais prendre un peu de hauteur. Je ne vais pas parler de Pablo Longoria parce que non, c'est vrai. On travaille avec lui au quotidien. Oui, puis on juge à la fin, donc lui, il est en cours. On juge à la fin, il faut pas exactement. Donc, pour moi, les 3 qui sont incontournables et incontestables, donc évidemment Bernard Tapie, Marcel Leclerc, évidemment, et Pape Diouf. Ouais, c'est vrai que j'aurais dit la même chose, mais j'ai vraiment espoir qu'il y en ait un qui s'insère dans cette liste, parce que honnêtement, je trouve que ce que fait Pablo Longoria, justement parce que je connais l'histoire de l'OM, c'est remarquable et c'est sous-estimé. Donc, à l'heure actuelle, je suis à 100% d'accord avec toi, mais j'ai espoir que bientôt on revoit un petit peu cet ordre. Après, bon, il y a un numéro 1 qui sera intouchable parce que ce qu'il a fait, c'est juste extraordinaire. Il ne faut pas oublier que Tapie récupère l'OM à l'agonie, il ne récupère pas une équipe qui marchait bien. On était à 2 doigts du dépôt de bilan et il en a fait la meilleure équipe d'Europe en quelques années. Moi, c'est même pas 93, c'est ce que je dis souvent. Pour moi, c'est 91. Parce qu'en 91, on est la meilleure équipe d'Europe. On n'a pas gagné le titre, mais on est la meilleure équipe d'Europe. 93, la meilleure équipe d'Europe, c'est Milan, mais on remporte le titre. Ouais, comme quoi l'OM, c'est toujours surprenant. En tout cas, Fabrice, et je le dis encore à tous nos abonnés, les amis, on vous mettra le lien en commentaire aussi, parce qu'il y a une promo pour la Minute OM, pour tout ce qui tourne autour de la livraison. Les potos, ce livre-là, si tu es supporter de l'Olympique de Marseille, tu dois l'avoir. Il y a des livres, tu sais, Fabrice, quand j'étais petit, moi, j'ai une cassette qui m'a toujours marqué, c'était l'OM de 91, tu vois, droit au but. La fameuse, c'est l'électrocardiogramme qui démarre au début, avec la voix qui dit ceci est l'électrocardiogramme d'une équipe en bonne santé. Et là, tu vois joueur par joueur qui défile derrière. Tu vois, ça m'a marqué, moi, ma jeunesse. Et je trouve que connaître l'histoire de l'OM, pour beaucoup, il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent aujourd'hui. Beaucoup de notre génération aussi nous suivent quand même sur les réseaux. Mais je pense qu'il faut connaître son histoire pour savoir où est-ce qu'on va pouvoir aller dans le futur. Il faut comprendre pourquoi les supporters réagissent comme ça, pourquoi les groupes de supporters réagissent comme ça, parce qu'il y a quand même une histoire et un historique derrière. Et je pense qu'il faut cultiver réellement. N'hésitez pas, les plus jeunes, à lire et à vous délecter des histoires du club, parce que l'OM ne s'est pas construit avec Pablo Longoria en 2020. L'OM ne s'est pas construit en 2010 non plus avec Didier Deschamps. L'OM, c'est plus de 120 ans maintenant d'histoire. Et je pense que ton livre, Fabrice, rend hommage, je trouve, à notre histoire. C'était le but aussi. Et puis, voilà, comme tu le disais, comme on le disait aussi, faire remonter à la surface des joueurs qu'on a pu oublier. Il y a encore plein d'anecdotes qui me reviennent, des trucs qui paraissent complètement incroyables aujourd'hui, tu vois, sur Joseph, qui, après avoir raté des buts, était poursuivi jusque chez lui. Des gens qui lui disaient retourne au Cameroun. Enfin, tu vois, il était poursuivi jusqu'à chez lui avec son enfant dans les bras, quoi. Des trucs complètement anachroniques et complètement fous, quoi. Mais voilà, donc on en a pas mal comme ça. C'est aussi ça l'intérêt, les gars. Voilà, c'est de faire, c'est de rappeler un peu tout ça, un devoir de mémoire, voilà, comme on le disait tout à l'heure. D'autres projets à venir, Fabrice, pour toi? Pour l'instant, le projet principal, ça va être le mercato, et on est pas mal sollicité. Non, pour le prochain, on attendra parce que c'est beaucoup de travail. En tout cas, je pense Fabrice, on va vivre encore une très très grande saison. On sait que ça va être chargé. Ça va être chargé pour toi, ça va être chargé pour nous. Nous, on s'amuse bien cette année depuis le lancement de la chaîne. Même, ça fait bientôt 1 an qu'on a lancé cette chaîne-là sur YouTube. Ça passe vite. Plus de 186 vidéos on a fait quand même en 1 an. On n'a pas blagué, on a bien charbonné. Et je pense que cette saison, avec les matchs le dimanche, les matchs plutôt peut-être le vendredi et samedi, les matchs le mardi ou mercredi, ça va être costaud, Fabrice. On va pas s'ennuyer, ouais. Mais bon, ce serait pas rigolo si on s'ennuie. Hein. Ouais, mais surtout, on a besoin d'avoir la Ligue des Champions au Vélodrome. On a besoin de recevoir le Real de Madrid, de recevoir le Barça, de recevoir Liverpool. On a envie de voir des grands clubs au Vélodrome.
Et on a envie de voir Roberto De Zerbi, surtout face à des grands joueurs. Et je pense que le mercato, ne vous inquiétez pas les amis, on voit tous vos messages, vous nous envoyez 200 messages par jour pour savoir est-ce que ça bouge, est-ce que ça ne bouge pas. On a l'avantage cette saison, on n'est pas pressé. Voilà. Pour une fois qu'on n'est pas dans l'urgence où il faut recruter rapidement pour mettre en place l'équipe la plus compétitive, j'espère, Fabrice, et je pense que Naïm aussi, qu'on commence à avoir un socle et un effectif plus ou moins homogène, et il y a des touches à rajouter. Il y a un banc aussi à étoffer, mais le 11 de départ, j'espère qu'on restera sur quelque chose d'assez homogène avec 2-3 pièces complémentaires qui peuvent te faire passer le cap supplémentaire. Je ne sais pas si vous avez aussi ce ressenti-là. Naïm, est-ce que tu as aussi ce ressenti-là? Oui, je pense qu'il y a bien 6 ou 7 joueurs de l'an dernier, du 11 titulaire, qui peuvent l'être sans problème. Mais comme tu l'as dit, cette année, ce qui va faire la différence, très certainement, c'est 14-15, c'est pas ces 11. Et dans ces 14-15-là, il y a peut-être des joueurs déjà là qui ont un coup à jouer. Et je pense à un joueur comme Jonathan Rowe. Après, toi aussi, tu as ce ressenti-là un peu sur ce mercato-là. On sait qu'il va y avoir du mouvement entre 7 et 8 joueurs comme d'hab. Hein. On va l'avoir, le 7-8 joueurs. Hein. Peut-être même plus en fin de mercato. Hein. Mais on a l'habitude. Ouais, je pense que ça va pas mal bouger, quoi. Tu vois déjà qu'un Quentin Merlin, ça commence à pas mal bouger, d'autant plus avec le but qu'il a mis hier soir là, contre le Danemark. Bonne nouvelle. Ça bougeait avant, ça va bouger encore plus. Donc, ouais, donc moi je pense qu'il faut rester vigilant et très attentif parce que il risque de se passer pas mal de choses et que les 7 joueurs dont on parlait, selon les départs, ça pourra monter un peu plus. Mais voilà, après, la volonté, c'est quand même de garder un socle, une base commune qui a bien fonctionné et l'améliorer du mieux possible. Bon, sur l'OM est conscient de tout ça, hein, il travaille dessus, vous le savez, on le voit, on le sait, donc voilà, la reprise est le 7 juillet, après ils partent en stage aux Pays-Bas le 17 juillet, de mémoire, ouais, c'est ça. Voilà, donc je pense qu'ils aimeraient quand même avoir quelques recrues pour partir en stage et pour que les idées de Roberto De Zerbi puissent bien infuser auprès des nouveaux notamment. Ouais, d'autant plus que Naïm, je ne vais pas dire, encore une fois, je ne vais pas vous enflammer en disant que c'est la bonne saison parce que année de Coupe du Monde, année où les gros clubs ont enchaîné cet été avec peu de préparation physique probablement pour le début des championnats. Il va y avoir énormément de matchs, beaucoup de blessures. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est ils se tirent la balle dans le pied pour la plupart des clubs. Hein. Bon, c'est l'aspect monétaire qui l'emporte. Mais j'ai du mal à croire que le Paris Saint-Germain et d'autres clubs qui sont à cette compétition en plein été à 45 degrés après avoir fait 60 matchs vont pouvoir enchaîner une deuxième année tu vois, sans avoir des pépins. C'est quasiment, ou alors il y a un système de dopage sur lequel on n'est pas informé. Mais s'ils ne sont pas dopés, ils auront certainement des blessés. Mais bon, à l'heure actuelle, malheureusement, on a passé ce cap-là d'espérer que Paris soit atteignable. Malheureusement, à l'heure actuelle, c'est peut-être la meilleure équipe d'Europe ou pas loin dans les 3 meilleurs. Donc, concentrons-nous sur nous, enchaînons une deuxième année sur le podium dans un premier temps et essayons de bien figurer en Coupe d'Europe parce que je pense que cette nouvelle formule, c'est ce que je t'avais dit, nous est très bénéfique parce que autant on a pu être très décevant dans notre histoire en Coupe d'Europe dans des phases de poule, autant en phase à élimination directe, on a souvent été performant. Et bien sur ce, les amis, Fabrice, Naïm, encore merci. Merci à toi, Fabrice. Et encore, n'hésitez pas, on vous mettra les liens en commentaire pour pouvoir commander ce magnifique ouvrage. Les amis, on se retrouve avec Naïm probablement dans la semaine. On va voir un petit peu ce qu'on vous concocte parce qu'on est un peu dépendant du mercato et probablement que les choses vont bouger dans les prochains jours et on se retrouve très très vite après le début de saison qui va démarrer. Encore merci à tous. Pensez, comme d'habitude, je ne vous fais pas le rappel de vous abonner, partager. N'hésitez pas à suivre aussi Fabrice sur les réseaux. Il est parfois actif, parfois moins. Hein, Fabrice, c'est pas un hyperactif des réseaux. En ce moment, non. J'ai pris un peu de recul. Mais j'y suis, hein, je regarde, hein, mais je sais les commentaires et tout. Mais non, je tweete pas trop en ce moment. C'est dur, Twitter. C'est dur quand même sur les réseaux. Mais merci pour l'invitation encore une fois. Merci pour l'échange. C'était top. Merci à tous et merci à toi Fabrice. On se retrouve très très vite les amis. Et surtout allez à l'Olympique de Marseille. Et bonne journée, bon week-end ou bonne semaine à ceux qui sont au week-end déjà. Allez l'OM les potos. Là, il peut plus parler le pauvre. J'avoue qu'on y croyait mais je ne croyais pas que ça allait à tourner comme ça.